La Russie a finalement révélé ses intentions sur les négociations avec Donald Trump et ses supposées ambitions de mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. Aujourd'hui, Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, a posé une ligne de conduite ultimative. Il affirme qu'il est utopique de parler de garantie de sécurité pour l'Ukraine sans les Russes. Les garants de la sécurité en Ukraine doivent être les membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, y compris la Russie et la Chine. Et le meilleur modèle pour ces garanties de sécurité, ce sont les négociations de Istanbul de 2022. Et il convient de rappeler qu'à l'époque, c'est précisément à cause de ce format d'Istanbul que les négociations ont échoué. C'est précisément à ce moment-là que tout s'est effondré à cause de cela. Parce que la Russie exigeait d'être le garant de la sécurité de l'Ukraine, alors que c'est justement la Russie qui nous a attaqués. Et n'oubliez pas, Lavrov a clairement déclaré aujourd'hui que Moscou devait avoir un droit de veto sur l'activation de ces garanties de sécurité. Voilà tout le piège. Nous allons tout discuter en détail dans un instant, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pechi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Les Russes ont clairement montré aujourd'hui qu'ils ont tenté de tromper le front américain du président Donald Trump. Pour faire court, je dirais ceci. Lorsque Steve Witkoff s'est rendu à Moscou au début de ce mois, là-bas, Poutine lui a raconté des balivernes, affirmant qu'ils étaient en côté d'accord pour que l'Ukraine reçoive des garanties de sécurité efficaces. Et Steve Witkoff, ne comprenant pas de quoi il s'agissait, s'est rapidement envolé pour Washington et a dit à Trump « Écoute, Donald Trump, Poutine est vraiment d'accord pour des garanties de sécurité et il est sans ça même prêt à arrêter la guerre. » Donald Trump, ne comprenant pas de quoi il s'agit, invite Poutine en Alaska, puis invite les Européens et Zelensky à Washington et dit « Écoutez, Poutine n'est pas contre le fait que l'Ukraine reçoive des garanties de sécurité. » Mais tout le problème était que les Américains ne comprenaient absolument pas de quelle garantie de sécurité parlait Poutine quand il disait qu'il était prêt à les accepter. Et aujourd'hui, Lavrov a clairement indiqué que oui, il trompait simplement le président américain. Que dit le chef du ministère russe des Affaires étrangères? Citation directe de V. C'est sérieusement discuté. Considérer les questions de sécurité sans la participation de la Fédération de Russie, c'est une utopie. Cela ne marchera jamais. Et de plus, les garants doivent être les membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, y compris la Russie et la Chine. Lavrov dit d'accord qu'il en soit ainsi. Grande-Bretagne, États-Unis, France, Russie, Chine, ensemble, au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Nous garantirons que la Russie, en tant que l'un des garants de la sécurité, ne s'attaquera plus jamais à l'Ukraine. Pour le dire simplement, Moscou veut, vous savez, avoir entre ses mains l'interrupteur qui permet d'activer ou de désactiver les garanties de sécurité de l'Ukraine. Et ici, nous en venons à un point important concernant les négociations d'Istanbul de 2022 et le projet d'accord d'Istanbul. Je rappelle que la Russie demandait la réduction des forces ukrainiennes, la reconnaissance des territoires occupés comme russes, le statut officiel du russe comme seconde langue, la protection de l'Église orthodoxe russe, etc. L'interdiction des formations nationalistes et ses absurdités sur la dénazification et la démilitarisation. Mais le plus important n'était même pas cela. En fait, dans le projet des accords d'Istanbul, la Russie exigeait que toute aide à l'Ukraine, toute garantie de sécurité pour l'Ukraine en cas de nouvelle agression, ne soit accordée qu'avec l'accord de tous les membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. En fait, la Russie siège au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, et la Russie exigeait d'avoir un droit de veto sur toute aide militaire à l'Ukraine, sur l'octroi de garanties de sécurité, sur l'activation de ces garanties de sécurité. Et c'est précisément ce point qui a alors mis fin à toute négociation en 2021. Et maintenant, Moscou, par la voix de Lavrov, déclare que toutes les garanties de sécurité pour l'Ukraine doivent être discutées sur la base des accords d'Istanbul. Et donc, le Kremlin ne ment pas vraiment. Poutine dit « Moi, je ne suis pas contre ». Écoutez, nous soutiendrons toutes les garanties de sécurité pour l'Ukraine, mais seulement si Moscou a un droit de veto sur l'activation de ces mêmes garanties de sécurité. Autrement dit, pour le dire très simplement, Moscou exige maintenant la chose suivante. Écrivons n'importe quelle garantie de sécurité pour l'Ukraine.
Vous voulez des troupes de pays européens en Ukraine? Oui, s'il vous plaît. Vous souhaitez que l'Ukraine ait plus de défense anti-aérienne? Pas de problème. Vous voulez que l'Ukraine reçoive des missiles longue portée? Vraiment, aucun problème. Mais seulement s'il y a un nouvel acte d'agression contre la Russie. Nous ne sommes pas contre, tout va bien. Mais Moscou doit avoir la possibilité de bloquer ces garanties publiques de sécurité. C'est-à-dire que, dans le cadre du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies par exemple, une nouvelle agression a lieu, la Russie s'y oppose, dit « nous sommes contre », et voilà, l'Ukraine ne reçoit rien, et à ce moment-là, la Russie nous attaque à nouveau. La Russie exige cela actuellement, et Poutine ne ment même pas en disant « je suis d'accord pour de telles garanties de sécurité, firmando ». L'Europe s'est préparée et considère les négociations comme une occasion de révéler les intentions russes. Et si les négociations échouent, l'Europe est prête à renforcer les sanctions et à constater que Moscou ne voulait pas la paix, mais seulement la capitulation de l'Ukraine. Ce n'est pas du pessimisme pour le pessimisme, mais une tentative de transformer les faux pas du Kremlin en un désavantage politique pour le Kremlin lui-même, et aussi montrer à Trump qu'il est mené en bateau. De plus, l'économie de guerre ici parle plus fort que les slogans. Reuters indique que la Russie ne compte pas baisser ses dépenses militaires en 2026 et la confrontation, comme ils le disent, va persister, il n'y aura pas de retour au niveau d'avant-guerre. Je vais ici citer une source du Kremlin. Même en cas de cessez-le-feu, il faudra quand même continuer à fabriquer des obus et des drones. C'est le langage d'une guerre longue. Que signifie-t-il? Que garantit-il? Si on accepte le droit de veto ce modèle où la Russie a le droit de veto, au moment de la prochaine frappe, l'aide à Kiev restera tout simplement en suspens. C'est pourquoi les Alliés mettent en place un système automatique. En cas de violation, la livraison de systèmes de défense, de munitions et les sanctions sont automatiquement activées sans coordination avec l'agresseur. C'est très important. C'est là le principal enjeu de ce débat. La manœuvre parallèle de Moscou consiste à dire que non seulement nous sommes impliqués, mais qu'il y a aussi la Chine, et Moscou exige la participation de la Chine aux garanties de sécurité. Il ne s'agit pas de la Chine en tant que garant, c'est plutôt un paravent chinois, si Pékin fait partie du mécanisme. Toute réaction automatique et ferme de l'Occident apparaît comme une attaque contre le garant, et c'est un piège politique commode. Poutine désigne la Chine comme l'un des garants potentiels clés. Et si une frappe contre la Russie serait tout à fait logique, alors contre la Chine, apparemment, indirectement, non. Nous savons que la Chine soutient la Russie, mais alors la Chine pourrait se sentir offensée. Et les Russes tentent aussi d'impliquer les Chinois dans ces garanties. Qu'a répondu l'Occident collectif à tout cela? Les Européens sont prêts à envoyer leurs forces de maintien de la paix et des contingents militaires, tandis que les États-Unis assurent la protection du ciel et la défense anti-aérienne. Cette configuration n'offre pas au Kremlin de prétexte pour accuser l'OTAN d'entrer en guerre, mais en même temps, rend ces garanties un objet de présence physique. De plus, il faut comprendre que la Russie n'a vraiment pas l'intention d'arrêter la guerre du tout. Désormais, les forces de sécurité en Russie comptent vendre pour près de 40% du budget fédéral. La croissance de l'industrie de la défense est la plus élevée depuis l'époque de l'Union soviétique. Ce n'est pas juste un contexte, c'est vraiment l'essence même. On ne peut pas se préparer à la paix tout en prévoyant une augmentation des dépenses pour la guerre. À moins que la paix ne soit qu'une pause pour vous. C'est là que tout devient clair. En conclusion, Moscou ne veut pas seulement des garanties, mais aussi contrôler les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Tant que le texte évoque une utopie sans la Russie, il faut prendre comme base les accords d'Istanbul. Le budget contient plus de canons. Tout cela ne concerne pas des négociations pour la paix, ce sont des négociations pour une pause. Et ici, soit le mécanisme automatique de garantie de sécurité en cours d'élaboration fonctionnera. Va-t-on encore se heurter au veto russe? C'est pourquoi pour l'instant je mets des points de suspension. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.